non, c'est nul ça, Evie, on n'y croit pas, là on sent que tu vas rigoler, là c'est pas crédible, c'est pas bon. Tu vas recommencer jusqu'à ce que tu y arrives, là je suis désolé, sinon, pas de goûter. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Ah là là, j'adore tourner avec les enfants, ils vous apportent tellement. Désolé, j'ai un petit peu la voix enrouée, j'ai un petit peu mal à la gorge. Ça, ce sont un petit peu les restes de mon week-end festif à Bruxelles. Bref, on va parler du film Dr. Sleep, réalisé par Mike Flanagan. Alors, qui est Mike Flanagan ? Eh bien, c'est celui qui a réalisé Ouija 2. Et je n'ai jamais vu Ouija 2. Et à chaque fois que je le dis, on me dit « Quoi, t'as pas vu Ouija 2 ?» Bah non, j'ai pas vu Ouija 2. Ah bah il faut que tu vois Ouija 2, c'est le meilleur Ouija de toute la saga Ouija. Bon, eh ben écoutez, très bien, je vais regarder Ouija 2 dès que possible. Il a réalisé d'autres films d'épouvante et il avait déjà adapté un livre de Stephen King qui est Jessie, Molly's Game en anglais, et j'avais trouvé d'ailleurs l'adaptation très réussie, et d'ailleurs le livre était extraordinaire. Et donc là, il s'attaque à un nouvel ouvrage de Stephen King, qui est donc Dr. Sleep, que j'avais lu il y a 6 ans quand il était sorti. Dr. Sleep, qui est donc la suite de Shining. Donc forcément, j'attendais énormément du bouquin, et je vous cache pas qu'à l'époque, j'avais été un petit peu déçu par ce livre. Voilà, au fur et à mesure que je parcourais les pages, eh bien, je trouvais qu'on s'éloignait de l'esprit Shining que j'avais découvert dans le film ou dans le livre. Donc forcément, quand on adapte un livre un petit peu bancal, enfin à mon avis, eh bien le résultat cinématographique peut difficilement être à la hauteur et être satisfaisant. Et le fait est, c'est que, eh bien, on retrouve dans le film un petit peu les mêmes défauts qu'il y avait dans le roman. Et donc, alors voilà, je ne vais pas spoiler dans cette première partie de vidéo, je spoilerai un petit peu après, mais d'ailleurs dans pas longtemps, je pense, parce que ça va être difficile de parler de ce film sans spoiler. Donc, mon avis général, mon avis à chaud sur ce film, c'est que je trouve que Mike Flanagan, le réalisateur, a réussi à transcender le roman de Stephen King. C'est peut-être une hérésie de dire ça, mais je trouve qu'il a fait quelque chose de meilleur que le roman. Alors évidemment, il est aidé par sa mise en scène, que je trouve assez inventive, pour nous faire ressentir l'angoisse, la peur. Sa mise en scène épouse, on va dire, la psyché de ces personnages. On rentre dans leur tête, on voyage avec eux, avec leur pouvoir, et ça c'est assez bien illustré, c'est assez bien imagé. Donc le réalisateur a cette lourde tâche de faire une suite à un film culte d'épouvante, et en même temps d'adapter un roman de Stephen King qui était un petit peu en contradiction avec le film de Kubrick, qui ne se terminait pas du tout comme dans le roman, et qui n'était pas une adaptation fidèle au roman. Donc c'est un difficile exercice d'équilibriste que le réalisateur a dû accomplir, et franchement je trouve qu'il s'en sort plutôt bien vu le matériau de base qu'il adapte. Alors paradoxalement, c'est un film qui ne ressemble pas du tout à Shining, mais qui lui rend énormément hommage, surtout dans la forme, puisque le réalisateur va se faire plaisir à revisiter ces images iconiques du Shining de Kubrick. Il y a vraiment des plans qui ressemblent à du Stanley Kubrick, déjà rien que la musique, comme je disais, qui est très très proche de celle qu'on entendait dans Shining, mais il arrive quand même à insuffler sa patte, son style esthétique dans la mise en scène, et ça c'est plutôt, c'est comme je disais, c'est vraiment un jeu d'équilibre qui à mon avis a dû être très très difficile, donc ça on peut le saluer, même si oui, parfois le film se transforme un petit peu en visite du musée Grévin. On peut appeler ça du fanservice, on peut appeler ça de l'hommage. La frontière est souvent très très mince entre les deux, et je trouve que le réalisateur s'en sort quand même plutôt pas mal. Et alors pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je n'ai pas été très fan de cette histoire, que ça soit en livre ou en film. Eh bien c'est parce que je trouve que là, on s'éloigne de ce que moi j'aimais beaucoup dans Shining, c'est-à-dire une histoire assez épurée, presque un huis clos, avec très peu de personnages, quelque chose d'assez simple, mais de super efficace, de super angoissant, sans trop rationaliser l'horreur. Et là, Dr. Sleep nous livre, on va dire, une histoire, une narration plus complexe, avec plus de personnages, mais je trouve qu'on y perd en angoisse, en peur. On a quelque chose qui ressemble plus à une sorte de thriller d'épouvante, course-poursuite à travers les États-Unis. Pratiquement tous les personnages sont éparpillés géographiquement, et donc, eh bien, on s'en fiche un petit peu de ces personnages, puisque ils ne sont pas
en conflit avec le héros, il n'apporte rien à son histoire personnelle à lui, voilà, il n'y a pas de confrontation. On a donc cette bande, cette secte qui ressemble à des vampires, sauf que ce ne sont pas des vampires, ce sont autre chose, voilà, ils ne boivent pas le sang de leurs victimes, ils aspirent la vapeur, ils aspirent leur énergie psychique, ils recherchent voilà, des personnes qui ont le plus de shining en eux pour aspirer leur énergie et continuer à vivre éternellement. Donc bon, c'est un petit peu le même principe que des vampires, sauf que ce n'est pas du sang. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que ça c'était plutôt intéressant pour faire une sorte d'allégorie sur l'addiction, parce que finalement c'est ce que raconte le film, hein. Ça raconte beaucoup la dépendance à l'alcool. Il y a aussi cet autre enfant, cette petite fille qui a le pouvoir du Shining, qui est encore plus développé que Danny, et qui va devenir la proie de cette secte. Mais donc, avant que tous ces personnages se rejoignent, il faut attendre pas mal de temps, et donc c'est pour ça, voilà, j'ai trouvé le film un petit peu long à démarrer. Après, Ewan McGregor, il joue bien, oui, c'est un très bon acteur, on le sait, c'est pas un scoop, mais j'ai pas trouvé qu'il avait un moment fort dans le film, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait un moment d'acting très fort avec lui dans le film. Alors c'est peut-être dû au traitement de son personnage, à l'écriture de son personnage. Rebecca Ferguson, qui joue la leaduse de cette secte, elle est exceptionnelle, voilà, elle est charismatique, elle est aussi belle qu'effrayante, et il y a cette petite fille qui a ce pouvoir de Shining ultra développé, qui, elle, m'a bluffé, voilà, je ne connaissais pas cette actrice, je ne la connais pas du tout, et franchement, elle m'a énormément convaincu, je l'ai trouvée très juste, mais je trouve qu'avec elle aussi, ça manquait un peu d'émotion, tout comme avec Ewan McGregor, peut-être parce que le traitement de son personnage, bien que ça soit un enfant qui a des super pouvoirs, on va dire, ne ressemble plus vraiment à un enfant. Je trouve que ça, c'est un défaut qu'on voit souvent dans les films modernes, c'est le traitement, la caractérisation des enfants. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir des enfants adultes qui réagissent comme des adultes, qui ont des raisonnements d'adultes, et ça leur enlève toute humanité, ça leur enlève toute émotion. Et c'est justement un écueil dans lequel Kubrick n'était pas tombé dans le premier Shining, parce que cet enfant de Danny, lui, il était terrorisé pendant tout le film. Voilà, il était effrayé, bien qu'il ait ce pouvoir. Il était effrayé, et nous avec, et il nous communiquait cette angoisse. C'était surtout par lui qu'on était angoissé dans Shining. Et là, là, je trouve que c'est un peu raté, parce que ce personnage de petite fille n'éprouve pratiquement pas d'émotion, même quand il lui arrive des choses vraiment très dramatiques, elle arrive à avoir de la hauteur, à prendre le dessus, à réagir avec sagesse, on va dire, alors que non, bon, c'est une enfant de 10 ans. Ça, c'est vraiment un piège dans lequel beaucoup de films tombent, et voilà. Alors moi, j'ai aucun problème avec le fait de représenter des enfants comme étant plus matures que des adultes, mais tout dépend, voilà, il faut y apporter un peu de nuance. Spielberg avait très bien réussi à le faire dans E.T. avec le personnage d'Elliot, qui était quelquefois plus mature que certains adultes, mais il ne lui enlevait pas sa fragilité émotionnelle, voilà, la fragilité émotionnelle d'un enfant. Et ça, je trouve que dans Dr. Sleep, on la perd totalement, on perd cette fragilité émotionnelle, et du coup, on a du mal à ressentir quelque chose pour cette gosse quand elle traverse des péripéties ou des événements dramatiques. Donc en gros, pour résumer mon avis, avant de rentrer vraiment dans les spoilers, je dirais que c'est un film qui souffre d'une narration un petit peu éparpillée, qui prend peut-être trop de temps avant de réunir tous ces personnages et tous les enjeux de chacun pour ne former qu'une seule histoire. Il y a un manque d'émotion dû au traitement des personnages de Ewan McGregor et de la petite fille, mais le tout est quand même rehaussé par la mise en scène de Mike Flanagan, l'inventivité de sa mise en scène qui réussit le tour de force à la fois rendre hommage au style visuel de Stanley Kubrick et à proposer ses propres idées de mise en scène innovantes. Voilà, donc maintenant on va rentrer dans la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film ou si vous n'avez pas lu le livre, je vous conseille tout de suite d'arrêter la vidéo et vous reviendrez plus tard. Donc là, spoiler, par quoi on va commencer ? Écoutez, on va commencer par la fin du film, qui diffère de la fin du livre, puisque dans le film, on se retrouve
dans l'hôtel Overlook. Voilà. Et pourquoi c'est différent du livre? Eh bien, tout simplement parce que dans l'œuvre de Stephen King, l'hôtel Overlook était complètement détruit, explosé à la fin de Shining. C'est ce qui a d'ailleurs été la grosse différence avec le film de Stanley Kubrick, puisque voilà, dans le film de Kubrick, l'hôtel survivait, l'hôtel restait intact, et Mike Flanagan a préféré conserver la vision de Kubrick, en tout cas sur cet élément-là narratif. C'est pour ça qu'à la fin du livre de Dr. Sleep, évidemment, on ne retrouvait plus cet hôtel Overlook. Donc, est-ce que c'est du fanservice? Est-ce que c'est de l'hommage un petit peu facile? Oui, il y a peut-être un petit peu de ça, mais c'est vrai que c'est quand même un sacré plaisir de retourner visiter cet hôtel Overlook dans la dernière partie du film, même si oui, ça fait un petit peu visite du musée Grévin. À la fin du film, on passe par toute l'imagerie culte, on va dire, de Shining. On revoit la chambre 237, la femme qui sort de la baignoire. D'ailleurs, elle, on la voit peut-être 4 ou 5 fois. C'est un petit peu répétitif. Au bout d'un moment, tu as envie de leur dire « Oui, c'est bon, on a compris, la femme qui nous avait terrorisés dans le premier Shining, c'est bon, c'est bon. » Pas obligé de nous la mettre 40 fois dans le film. On revoit évidemment les jumelles dans le couloir, le labyrinthe extérieur à l'hôtel, le labyrinthe enneigé. On revoit le petit Danny sur son vélo, sur la moquette, la fameuse moquette et tout ça. Donc on revoit toute cette imagerie, le sang qui coule de l'ascenseur, etc. On revoit tout ça. Et oui, c'est peut-être un petit peu gratuit, mais on ne peut pas cacher une certaine jouissance. C'est peut-être un mot très très fort, mais voilà, un certain plaisir à revisiter cet hôtel. Voilà, encore une fois, hein, ce film nous démontre eh bien, la puissance du premier Shining, quoi, hein, la grande force de Stanley Kubrick à avoir réussi à générer des images cultes dans l'inconscient collectif, dans nos esprits. Voilà, 30 ans, 40 ans plus tard. Et ce qui est amusant, c'est que la fin du film Dr. Sleep est un écho à la fin du livre Shining, puisque l'hôtel Overlook explose avec la chaudière, voilà, est en feu, et donc, voilà, on va dire que la boucle est bouclée. Il aura donc réussi à réconcilier ces deux auteurs qui étaient totalement en désaccord sur cette histoire, puisqu'on le sait, hein, Stephen King n'a jamais aimé Shining. Voilà, il a toujours trouvé que c'était une très mauvaise adaptation de son livre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'au milieu des années 90, il y a eu une nouvelle adaptation de Shining en téléfilm qui dure 3 heures, 3 heures et demie, et qui est juste catastrophique. Voilà, je vous laisse la découvrir si ça vous intéresse, mais c'est là où on se rend compte que faire une adaptation totalement fidèle d'un roman, c'est pas forcément un gage de qualité. Un élément que j'ai beaucoup aimé dans le film et qu'on retrouvait dans le livre, c'est le fait de montrer le personnage de Danny utiliser son pouvoir du Shining pour accompagner dans les derniers instants les personnes âgées, les personnes qui sont sur le point de mourir, voilà, et de les rassurer au moment où ils vont rendre leur dernier souffle. D'où le titre du livre et du film, Dr. Sleep, c'est le nom que les patients donnent à Danny, c'est le nom qu'ils lui donnent, Dr. Sleep, puisque c'est sa fonction, c'est-à-dire transformer la mort comme un sommeil profond et rassurant. Et ça, voilà, ça c'est vraiment ce qui m'a le plus ému dans cette histoire, c'est ce que j'avais le plus aimé dans le livre. Malheureusement, c'est pas un élément qui est ultra développé dans cette histoire. Voilà, c'est évoqué au début, on voit quelques scènes vraiment touchantes, et puis après c'est un petit peu mis de côté pour rentrer dans une intrigue beaucoup plus thriller, on va dire. Mais là, c'était voilà, c'est vraiment un élément fantastique, purement Stephen King. Ça lorne vraiment vers le fantastique émouvant qu'on pouvait retrouver par exemple dans La Ligne Verte. Et alors toute cette fin où Ewan McGregor réinvestit l'hôtel Overlook et se retrouve à un moment donné confronté à son père dans la salle de bal, eh bien ça aurait pu être très très fort émotionnellement, mais malheureusement j'ai trouvé que cette scène était assez fade. Pourquoi elle est fade? Peut-être parce que l'acteur qui joue le père, qui joue le rôle de Jack Torrance, n'est pas Jack Nicholson. Donc c'est un autre acteur, c'est un autre visage, soudainement, qu'on découvre pour arborer les traits de ce personnage. Donc est-ce qu'il n'y a pas une forme de distance qui se crée à ce moment-là? Moi, je pense que c'est aussi dû à l'écriture du personnage de Danny qui, je trouve, n'est pas assez émouvant, n'est pas assez tourmenté. Je trouve que ça aurait mérité de creuser un petit peu plus, même si, oui, c'est amorcé, tout ce poids de l'héritage paternel, avec l'alcoolisme, etc. Il est là, il est présent, mais ça manquait de force, ça manquait de puissance pour qu'on soit vraiment
ému lors de cette scène qui aurait pu être une scène de catharsis vraiment très très forte. Une autre scène qui m'a un petit peu déconnecté émotionnellement avec le film, c'est une scène qui intervient un petit peu avant la fin, et c'est une scène où la petite fille apprend la mort de son père. Et honnêtement, elle apprend la mort de son père, on dirait pas qu'elle a perdu son père, on dirait qu'elle a perdu son cahier de texte, quoi. C'est montré d'une façon, c'est vraiment... alors là, au niveau de l'émotion... c'est l'encéphalogramme plat. Encore une fois, c'est ce que je disais, c'est le traitement, la façon de diriger un enfant acteur et de lui faire avoir des réactions très matures. Eh bien, je trouve que ça nuit à l'émotion que ça peut générer, quoi. Voilà, je trouve que ça lui enlève beaucoup d'humanité. Et je pense que c'est pas la bonne approche à avoir quand on met en scène un enfant. Ou alors ça peut fonctionner dans le cadre d'une comédie ou dans une scène humoristique. Là oui, j'achète. Mais si tu veux me faire un film dramatique, on va dire plutôt sérieux, et que tu me diriges ton enfant de cette façon et que tu me le caractérises de cette façon, je vais avoir du mal à y croire. Donc voilà, Dr. Sleep, c'était pas forcément une suite indispensable à cette histoire de Shining, c'était pas forcément très utile, voilà, c'est comme une sorte de prolongement de plaisir à retrouver cet univers de Shining, cette mythologie de Shining, ces personnages, cette ambiance, oui. J'ai envie de dire que c'est presque un petit peu comme El Camino, le film qui est sorti sur Netflix, qui est la suite de la série Breaking Bad. C'est très bien fait, mais au fond, c'était pas très utile. Et c'est pour toutes ces raisons que je mets à Dr. Sleep 3 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Dr. Sleep dans les commentaires. Est-ce que vous avez trouvé que c'était une suite digne de Shining de Stanley Kubrick? Est-ce que vous avez trouvé que c'était une adaptation très réussie du roman de Stephen King? On en débat, on en discute, toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Et moi, j'ai tout simplement envie de vous dire rendez-vous la semaine prochaine pour un film dont je ne sais même pas encore lequel je vais aller voir et de lequel je vais parler. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut continuer à fréquenter les salles obscures. C'est important. Et putain, moi j'en peux plus, je veux aller voir The Irishman au cinéma, bordel. Je suis allé faire la queue dans un cinéma dans le 5e arrondissement, là, il y a 2 semaines. Le cinéma Christine, ils faisaient une projection. Ils avaient dit, voilà, venez à midi, on va ouvrir les caisses. Je suis venu à 11h30, il y avait déjà une queue de malade mental. Et j'ai attendu comme ça, comme un con, pendant 1h30 à attendre comme ça sous la pluie. Et il restait 30 personnes devant moi. Le mec est sorti, il a dit, ça y est, c'est terminé, c'est complet, merci, au revoir. Putain, j'avais envie de le tuer, j'en pouvais plus, je le tenais là, mon billet de The Irishman pour le découvrir au cinéma et je l'ai même pas eu. Voilà, donc Netflix. Alors oui, ok, Netflix, j'ai envie de dire Netflix, c'est grâce à Netflix que peut-être que Martin Scorsese a réussi à faire ce film. Sans Netflix, aucun studio ne lui aurait donné d'argent pour faire ce film. Mais en même temps, merde! Mais projeter un film de Martin Scorsese dans une salle de cinéma, donnez-nous l'occasion de le voir, voilà, de le voir dans une salle de cinéma, ça dure 3h30, on va pas regarder ça sur notre écran de télévision, merde! Voilà. Continuez à fréquenter les salles obscures. Ciao.